Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce lieu tout à fait étonnant, sur lequel évidemment nous allons revenir, qui est un des temples maçonniques de la rue de Laeken à Bruxelles. Alors nous sommes dans un environnement qui est comme une voûte étoilée, en même temps qui est aussi un peu comme une grotte. Symboliquement, c'est tout à fait particulier. Et je tiens à remercier d'ailleurs les autorités du Grand Orient qui ont permis que cette émission de la pensée et les hommes se tienne dans un endroit aussi peu connu du grand public. J'ai le plaisir d'accueillir à cette émission le conservateur du musée maçonnique de Bruxelles, Madame Annick Born. Elle est docteure en histoire de l'art de l'université de Gand. C'est une excellente spécialiste évidemment de l'art en général et surtout de l'art dans nos régions, et ce depuis l'époque moderne jusqu'à l'époque contemporaine. Et quand je lui ai suggéré de faire cette émission ensemble pour un peu présenter le musée maçonnique, ses activités, ce qui s'y déroule, comment on peut y venir, enfin, etc., elle m'a suggéré de faire l'interview ici, dans ce temple. Alors moi, je ne vous cache pas que quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça kitsch. Et le conservateur m'a fait observer qu'au contraire, le lieu est extrêmement intéressant et que le philosophe aurait dû être attentif à certaines choses parce qu'il y a tout un message qui est véhiculé par cette architecture. Alors, cher Annick, spontanément, comment est-ce que vous lisez ce lieu ? Je vous remercie, Baudouin, pour cette question qui est assez pertinente. Effectivement, ce lieu a une architecture assez particulière et qui témoigne du temps de la création de ce temple, c'est-à-dire dans les années 50. Pour être précis, il date de 1956, date à laquelle en fait on a fait plusieurs aménagements dans le bâtiment ici de la rue de Laeken et qu'on a fait les extensions vers la rue Van der Helst. Donc les extensions, je parle de ce qui est la partie en fait bar et réception ici au 79. Et donc une partie du bâtiment a été rénovée et ce temple date en fait de cette époque, donc de 1956. Alors a priori, c'est vrai que lorsqu'on pénètre dans ce lieu, on peut être assez surpris parce qu'il a peut-être à première vue pour certains un côté kitsch, mais souvenez-vous du type d'architecture et de l'esthétique de la fin des années 50. Et ce temple répond tout à fait aux critères de ce temps, ce que je trouve tout à fait intéressant parce que les maîtres d'œuvre de l'époque auraient pu aussi décider de faire un temple à l'image de ceux qui sont déjà ici dans ce bâtiment. Ils auraient pu faire du néo-égyptien, ils auraient pu en fait faire du néo-style. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi délibérément le style de leur époque. Et donc là, à mon sens, c'est aussi un message très fort que les francs-maçons envoient vers la société, c'est que c'est des hommes de leur temps, investis dans leur temps, et ils marquent en fait ce temple. Je ne sais pas s'il sera un jour classé, mais les monuments et sites de Bruxelles qui sont venus ici pour d'autres raisons de conservation ont également le même regard, je dirais, très positif sur ce lieu parce que justement dans beaucoup d'endroits, la mode étant passée, on a détruit ces décors, on a détruit ce type d'architecture. Or ici, on a un temple dont tous les éléments architecturaux et de décors typiques des années 50 sont particulièrement bien préservés. Donc voilà, je crois que au-delà de l'aspect patrimonial, c'est aussi un message très fort et un message, je dirais, oui, très fort qui était envoyé par les commanditaires pour la décoration de ce temple. Alors on est entre une représentation de la voûte céleste, ce qui est assez classique dans les temples maçonniques, hein, le ciel étoilé au-dessus de moi, c'est presque une phrase de Kant que l'on peut approcher de la maçonnerie, mais ça ressemble aussi un peu à une grotte. Alors, qu'est-ce que ça évoque en vous symboliquement comme
historienne de l'art? Une grotte, caverne, on pense évidemment, enfin en tout cas moi, la première évocation, c'est le mythe de la caverne de Platon. Donc c'est la première image qui vient à moi. Et aussi évidemment, qui dit grotte, dit aussi introspection. On pense aussi que les grottes s'associent aux ténèbres, mais on sait qu'à l'entrée et la sortie de la grotte, on a aussi une lumière que l'on peut suivre et qui peut être aussi assimilée évidemment à notre cheminement intérieur, notre parcours de vie. Et pour moi, en fait, je pense plutôt, je vois plutôt ici plus l'aspect voûte céleste que grotte. D'accord, donc c'est plutôt cette sphère des fixes avec en même temps l'éternel recommencement. L'éternel recommencement, le soleil, la lune qui sont bel et bien présents ici, qui vous parlent. Oui, beaucoup plus que l'aspect grotte. Mais la grotte en tant que telle, ça peut être aussi vécu comme quelque chose d'anxiogène. Or, ici, je pense que rentrer dans ce temple, le but est différent, justement. C'est plutôt de créer un sentiment de bien-être, d'apaisement, même si c'est un apaisement que l'on a face à ses peurs, face à ses interrogations. Pour moi, la grotte, c'est assez anxiogène, ce que je ne ressens pas du tout ici. Comme je vois que vous aimez bien contextualiser, je dirais, l'architecture maçonnique en son temps, une chose brusquement à laquelle je pense, c'est nous sommes en pleine période de la conquête du cosmos, qui va déboucher dans les années qui suivent sur le premier pas en 1964, tout à fait. De l'homme sur la Lune par après. Donc on a cette quête, cette rivalité des Américains et des Russes dans la conquête de l'espace. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, à votre avis, aussi évoque la science dans ce temple ? Oui, je pense, si on se réfère notamment à l'exposition de 1958 avec l'atomium, on ne peut pas isoler, on ne peut pas ne pas faire le rapprochement entre ce temple-ci et l'esthétique, justement, de la fin des années 50. Et quand on pense à l'atomium, où il y avait aussi ce type de décoration, évidemment pas un temple maçonnique, mais il y avait aussi une décoration typique des années 50, où la couleur tient une place importante, les formes, comme ici, on voit qu'il y a un découpage. On pense aussi à certains artistes contemporains, notamment Miro, qui fait des... Donc voilà, moi je pense que c'est j'espère qu'on le conservera, parce qu'on a l'habitude, on a toujours envie de moderniser, de mettre au goût du jour. Or, je crois que ce serait une erreur fondamentale de... Oui, garder ceci comme une trace, une trace de la pensée d'une époque, comme d'ailleurs on a gardé d'autres temples partout dans le monde qui sont la trace d'une pensée d'une époque. C'est important aussi, ce sont des témoignages, et ça montre aussi que la tradition est vivante. Oui, mais c'est justement pour ça que j'insistais sur le fait que c'était une volonté de montrer qu'ils étaient dans leur temps, ils n'ont pas essayé de faire quelque chose de kitsch, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils ont choisi une esthétique propre, même avant-gardiste aussi, comme ils l'ont toujours été. Et à ce sujet-là, le musée belge de la franc-maçonnerie est abrité dans le très bel hôtel de Haye, qui est un hôtel néoclassique, donc de la fin du 18e, il était remodelé par l'architecte de Haye en 1785, si mes souvenirs sont bons. Il a réuni le 73 et le 75. Et un musée maçonnique dans un édifice néoclassique a tout à fait sa raison d'être, puisque tout d'abord le néoclassicisme, c'était un style qui ne faisait référence à aucune religion moderne, contemporaine, donc ni la religion, ni le christianisme, ni la religion musulmane, ni la religion
juive. Donc il y avait vraiment une volonté de se démarquer et de choisir un style qui n'était pas en relation avec les religions contemporaines. Donc là, on voit qu'il y a un choix délibéré, en tout cas chez les francs-maçons, puisqu'on sait que le grand hospice ici qui était construit à l'initiative des UP, ils ont choisi un style néoclassique. Donc la loge. Excusez-moi, oui, excusez-moi Baudouin, la loge des Amis de l'Union et du Progrès. Et donc, ils ont choisi délibérément, par contraste et par choix politique, de ne pas prendre un style néo-baroque ou dans certains cas, on a des hospices qui sont en style néo-gothique, qui est en fait une référence directement, je dirais, au catholicisme et encore plus à la tendance ultra-montagne de l'époque du début du XIXe siècle. Dans quel sens entendez-vous ce mot ultramontain? Mais les catholiques extrêmement conservateurs. Et donc proches du Vatican. Oui, voilà, c'est ça. Et du pape. Du pape, voilà. Donc ici, pour revenir à l'importance de l'architecture, je ne pense pas que le Grand Orient, au moment où ils ont acquis l'hôtel de Huy, puisque l'hôtel de Huy est aussi la maison du Grand Orient de Belgique, je ne pense pas que quand ils ont acquis l'hôtel de Huy, ils ont fait directement le rapprochement entre ce style néoclassique et l'idée judicieuse d'y placer un musée belge de la franc-maçonnerie, musée qui, je le rappelle, est interobédientiel, c'est-à-dire que les 5 grandes obédiences du pays sont représentées dans le musée et participent aussi d'un point de vue du soutien financier, donc qui font preuve d'un mécénat. Autre grande tradition aussi maçonnique, hein, le mécénat à la fois culturel et caritatif de manière générale. Les maçons aiment bien, je crois plutôt dire philanthropique. Philanthropique. Oui, souvent il y a un vocabulaire comme ça qui se démarque volontairement du vocabulaire, souvent d'en face, c'est-à-dire à l'époque c'était le catholicisme. Aujourd'hui, fort heureusement, les choses ont un peu évolué. Alors dites-moi Je voulais revenir au style, si vous le permettez, Baudouin. En fait, donc, je voulais aussi placer et parler de l'Art nouveau, qui est une fois encore une réaction et une volonté des mécènes francs-maçons de se démarquer justement du néo-gothique de l'époque. Donc ils sont progressistes dans leur goût architectural. Tout à fait. Une volonté de se démarquer. Ils sont progressistes non seulement dans le type d'artistes qu'ils soutiennent, et aussi dans leurs actions dans la société. Donc, quelque part, leur soutien artistique, leur goût, leur investissement, je dirais en termes de structure, je dirais, pour abriter leur temple, ou lorsqu'il s'agit, dans ce cas-ci, justement, de l'hospice, on voit que c'est en adéquation avec les pensées qu'ils véhiculent, les pensées de leur temps, ce pourquoi ils se battent, le progrès, l'égalité. C'est évidemment fort intéressant. Alors, les conservateurs ont tendance à fouiner un peu partout et à bien vérifier ce qui se trouve dans les caves et les réserves. Et vous avez trouvé quelque chose de très intéressant concernant ce temple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Comme on le voit ici, je ne sais pas si la caméra le permet, on voit à l'opposé donc de l'endroit où se tient le grand maître, mais justement le vénérable maître, mais justement il y a certainement une volonté aussi délibérée de placer cette peinture murale à cet endroit-là. Oui, donc d'un côté l'Orient, voilà, et là et à l'Occident, la peinture murale. Oui, cette peinture murale, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'emplacement, là, je dirais le vis-à-vis en fait on a le vénérable maître qui se trouve de ce côté, et de ce côté-là, on rappelle par cette peinture murale aussi que la course aux honneurs, la course à la gloire a un côté vain. Et dans les réserves du musée, nous avons en fait une esquisse préparatoire à cette peinture murale. Et cette peinture, donc cette esquisse a servi de support
pour que cette peinture murale soit réalisée. Oui, c'est cela. Et donc, si je vois bien, le texte qui est au milieu, là, ben, au fond, c'est la porte. C'est la porte d'entrée et de sortie de ce temple. Voilà. C'est ça. Et ce qui est assez dommage, parce que ce texte, en fait, finalement, on devrait peut-être à un moment donné réfléchir à peut-être le positionner à un endroit un peu discret, mais pour que tout le monde puisse mesurer l'importance de l'iconographie. Ce texte nous fournit justement le sens de cette peinture murale. Il s'agit d'un extrait du De Rerum Natura de Lucrèce. Donc un texte en latin, un grand texte classique. Classique, qui était traduit, évidemment, je vous lis la version française. Et donc c'est un poète philosophe latin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc voici le texte qui est reproduit sur l'esquisse. Mais rien n'est plus doux que d'occuper solidement des hauts lieux fortifiés par la science des sages, région sereine d'où l'on peut abaisser ses regards sur les autres hommes, les voir errer de toutes parts et chercher au hasard le chemin de la vie, rivaliser de génie, se disputer la gloire de la naissance, nuit et jour s'efforcer, par un labeur sans égal, de s'élever au comble des richesses ou de s'emparer du pouvoir. Donc là, on voit vraiment la signification de cette peinture murale. Et le texte, malheureusement, a été coupé ou omis, ou en tout cas, il y a une volonté de ne pas poursuivre, parce que la dernière partie de cet extrait de Lucrèce dit « Ô misérable esprit des hommes, ô cœur aveugle, dans quelles ténèbres et dans quel danger s'écoule ce peu d'instants qu'est la vie? Ne voyez-vous pas ce que crie la nature? Réclame-t-elle autre chose que pour le corps l'absence de douleur et pour l'esprit un sentiment de bien-être dépourvu d'inquiétude et de crainte? En fait, ce qu'un maçon vient chercher dans un temple. » Oui, logiquement, c'est vaincre ses passions et c'est précisément se découvrir lui-même, si possible, en laissant tomber le masque par rapport aux vanités. Enfin, ça, c'est un beau programme et malheureusement, c'est pas facile à réaliser certainement dans le chef des maçons, mais c'est comme toutes les idéalités dans toutes les grandes traditions. Les maçons ne sont pas les seuls à aller dans ce sens-là. Mais là, c'est étonnant, oui, que sur l'esquisse, la partie du texte qui apparaît comme la plus symbolique n'apparaît pas. N'apparaît pas, et qui pourtant est tout à fait en adéquation avec le lieu, puisque un sentiment de bien-être dépourvu d'inquiétude et de crainte, c'est le sentiment que tout maçon devrait avoir quand il est dans un temple, avoir cet apaisement intérieur, d'où pour revenir au début de votre question, Baudouin, par rapport à la grotte, pour moi, justement, quand on lit et qu'on met ce texte dans le contexte de ce temple, je pense que c'est la volonté, c'est avant tout de créer un sentiment d'apaisement, de bien-être, plutôt que... Enfin, en tout cas, pour moi, la grotte est anxiogène. Je ne sais pas pour vous, mais... Disons que je n'aimerais pas m'y trouver bloqué trop longtemps. Je suis, comme tout le monde, à mes heures, un peu claustrophobe. Il y a une chose qui m'intéresse aussi dans la symbolique du temple où nous sommes, que dans beaucoup d'autres temples maçonniques, nous voyons la voûte étoilée. Ici, c'est vraiment ça qui est magnifié. Cette voûte étoilée indique donc, d'un certain point de vue, que le temple est inachevé. Alors vous, qui êtes spécialisé en histoire de l'art, l'inachèvement par rapport à une œuvre, c'est pas rien. Alors comment est-ce que vous lisez cette symbolique ? Par rapport à l'inachèvement, je pense que oui, il y a une idée qu'on est toujours en devenir. Et donc cette idée d'inachèvement, c'est aussi l'idée que nous pouvons nous-mêmes s'améliorer, on tend vers la perfection, mais cette perfection, est-ce qu'elle existe vraiment? Et donc cette idée d'inachèvement, où cet achèvement ne sera atteint qu'au moment de la perfection. Et alors la grande idée aussi, c'est que
Bon, il y a une chaîne d'ouvriers, finalement, qui réalisent ces grands édifices. Bon, là, on peut connecter, évidemment, avec ce qu'on sait des constructions antiques et autres, souvent sur plusieurs générations. Et donc, c'est la chaîne et la transmission dans la chaîne qui fait sens, davantage que la projection d'une personne dans l'œuvre. Et donc, l'inachèvement n'est pas qu'un inachèvement personnel, un inachèvement de modestie par rapport à moi, sujet, mais aussi un inachèvement par rapport à la génération où on se trouve et le fait que les générations suivantes devront reprendre les outils comme celles d'avant, on a repris leurs outils. Donc il y a une espèce de rapport au temps qui est tout à fait particulier. Et au travers de ce que vous dites, je mesure maintenant mieux cette espèce de jonction du temps et de l'éternité dans un espace comme celui-ci. Il y a aussi l'idée de transmission, comme vous dites, l'inachèvement, mais en même temps le fait que c'est inachevé, on se transmet l'outil, mais on se transmet les connaissances. Effectivement, il y a cette chaîne aussi du savoir, qui est très belle. Oui, en soi, c'est très parlant, même au-delà du contexte de la maçonnerie, qui est limité finalement. Alors, le conservateur aujourd'hui, parce que c'est quand même ça votre travail principal, vous nous faites découvrir au fond ces merveilles maçonniques, alors on les apprécie diversement, hein. Moi je parle de kitsch, d'autres vont parler d'une élégance classique, bon qu'importe, mais le conservateur que vous êtes, comment est-ce qu'il se projette maintenant dans le futur? Qu'est-ce que vous voudriez porter finalement pour mettre en valeur ces objets maçonniques et les recontextualiser? Nous avons, moi, mon équipe, mais aussi le conseil d'administration du musée, nous avons une volonté très claire d'accentuer en fait l'apport des francs-maçons dans la société. Et donc, en parlant de l'architecture de ce temple, ou l'architecture en général et les choix des francs-maçons, ce n'était qu'un des aspects. Mais c'est clair qu'il est important de souligner l'apport et les grandes victoires des francs-maçons, dont on a oublié dans certains cas, je dirais, l'importance, comme notamment le rôle joué dans l'instruction publique, le rôle joué à différents niveaux. Et donc, dans le parcours du musée qu'on veut renouveler, mais ça s'échelonne sur, je dirais, un temps, on voit ici à long terme, 2-3 ans, on voudrait mettre plus le musée dans le contexte, qu'est-ce que la franc-maçonnerie aujourd'hui, quel est l'apport de francs-maçons, quel a été l'apport et quel est l'apport des francs-maçons à la société aujourd'hui. Et donc ça, ce sera une modification de l'exposition permanente. C'est pour, je dirais, les projets à plus ou moins long terme. Dans l'immédiat, tout d'abord, je souhaite vraiment continuer cette ouverture du musée, créer une dynamique avec des événements qui sont ouverts pour un large public. Aussi des expositions temporaires avec un caractère de nouveau lié et à l'art et à l'action de l'homme dans la société. Ce que je souhaite aussi, et c'est une demande tout à fait légitime, c'est d'exposer davantage l'action des femmes maçonnes dans la société. Et évidemment, maintenant, depuis l'ouverture de du Grand Orient de Belgique aux femmes, on a une raison encore supplémentaire. Oui, parce qu'il y avait déjà évidemment des obédiences féminines et mixtes. Oui. Et le Grand Orient vient de s'ouvrir également à l'initiation des femmes. C'est évidemment tout à fait intéressant. Vous savez qu'à La Pensée et les Hommes, nous avons édité 2 très beaux volumes qui faisaient suite à un colloque à Bordeaux du professeur Revauger sur les femmes franc-maçonnes, depuis l'époque de Marie-Antoinette jusqu'à aujourd'hui. Très bien, merci Baudouin de me le signaler. Comme ça, je connaissais pas ces publications. J'ai les dernières au bookshop, plutôt à la librairie du musée. Nous avons toute une série de numéros de La Pensée des Hommes. Donc, je serais heureuse de recevoir aussi cet ouvrage chez nous.
Pour revenir au projet en ce qui concerne le musée, donc il y a cette volonté non seulement de créer et d'avoir des événements, mais aussi d'en faire un lieu de rencontre, ce qui n'est pas tout à fait possible pour le moment vu les conditions sanitaires. Nous avons déjà dû remettre un certain nombre de conférences. Et quand je dis un lieu de rencontre, nous avons prévu aussi des activités parents-enfants. Nous avons également prévu, en espérant que ça puisse se faire, des après-midi littéraires. Donc, l'idée, c'est que... Tout un programme, quoi. Un programme, mais aussi tourné vers la famille, vers les jeunes, vers l'extérieur. Parce que le but, ce n'est pas d'attirer des francs-maçons ou des gens qui sont déjà, je dirais, avertis de ce que c'est la franc-maçonnerie. L'idée, c'est de pouvoir que tout le monde prenne le chemin de ce musée et puisse découvrir la franc-maçonnerie. Une de mes volontés, mais je ne sais pas comment on va pouvoir le réaliser dans le contexte actuel, mais ce serait en tout cas d'abord au niveau de la ville, de l'enseignement de la ville de Bruxelles, puisque c'est un de nos pouvoirs subsidiants. C'est par exemple de recevoir les élèves de 6e primaire de manière systématique, ainsi que les élèves du secondaire, donc à 12 ans et 18 ans, pour qu'ils soient familiarisés avec ce que c'est la franc-maçonnerie dès le plus jeune âge, et que ce soit pas quelque chose qui arrive tout d'un coup dans leur vie quand ils sont déjà des jeunes adultes. Ou au travers des préjugés, ou etc. à travers des préjugés. Je pense que tout doucement, le temps qui nous est échu s'est écoulé. Ça va très vite dans ce type d'entretien. Sachez en tout cas qu'en votre qualité de conservateur et aussi de chercheur, la pensée et les hommes sera à vos côtés si vous le jugez opportun. Je vous remercie Baudouin et Merci je n'y beaucoup. manquerai pas. Je suis certaine que nous aurons l'occasion de collaborer à de nombreuses reprises. Merci.